Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Alors smartphone, tablette, ordinateur et télévision, les écrans aujourd'hui font partie de notre vie quotidienne. Ils nous permettent de travailler, de communiquer, d'apprendre et de nous divertir. Et derrière tous ces avantages se cachent justement des risques pour notre santé physique et mentale, tels que des troubles du sommeil, des troubles visuels et même des problèmes au niveau du dos. Encore plus grave, cette dépendance numérique, surtout chez les jeunes. Alors, quels sont les risques liés à la surexposition à ces écrans et surtout par rapport à notre santé et comment trouver le juste équilibre? Nous allons répondre à ces questions avec nos invités que j'ai le plaisir de recevoir. Professeur Abdellaoui Selma, vous êtes rhumatologue au CHU Bni Messous. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. J'ai aussi le plaisir de recevoir Dr Kassi Abdelhakim. Vous êtes maître assistant en ophtalmologie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Mazouz Kautal. Vous êtes pédopsychiatre. Bonsoir et bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, avec plaisir. Je vous remercie moi-même pour l'invitation. Aussi, votre médecin chroniqueuse, Dr Abdelmoumen Sara, est au rendez-vous chaque semaine. Bonsoir et bienvenue. Merci, Dr Ouidet. Bienvenue à nos invités. En quelques minutes seulement, il est capable de dégrader votre cerveau, retarder votre sommeil et de déséquilibrer votre horloge biologique. Oui, ça fait peur, mais c'est votre écran. Durant ma chronique aujourd'hui, nous allons aborder le volet du sommeil par rapport aux écrans et le dérèglement biologique de votre horloge. Ça sera durant votre justement chronique et à la fin de notre émission, nous allons aussi répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Alors avant de commencer à parler des effets néfastes sur notre santé, justement des écrans et la surutilisation des écrans, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Samia Bouharour, donc sur la surexposition aux écrans. Smartphone, tablette, télévision, ordinateur, à l'ère du numérique, l'on note une augmentation significative de l'utilisation des écrans par les jeunes enfants. Selon leur utilisation, les écrans peuvent, d'après certaines études, présenter un danger. Il n'a pas été prouvé cliniquement que la lumière bleue était néfaste pour la santé visuelle de l'être humain, de l'enfant ou de l'adulte. Par contre, ce qui peut, le point clé de toute cette affaire, c'est la exposition aux écrans, c'est la surconsommation aux écrans et le point clé de cette exposition aux écrans, surtout en durabilité, ce sont les effets liés à l'absence de clignement. Parce que classiquement, une personne normale doit cligner entre à peu près entre 30 et 50 fois par minute. Dans le cas d'une concentration sur un écran pour un jeune enfant, il y a un oubli du clignement et nous savons que le clignement est la source de régénération des larmes et s'ensuit un dessèchement de la surface oculaire. C'est ce qu'on appelle le syndrome sec par hyperévaporation ou alors ce qu'on appelle le syndrome sec qualitatif. L'exposition excessive aux écrans peut présenter, vous l'aurez compris, plusieurs risques pour les enfants, notamment sur leur santé physique et mentale. Les symptômes, ce sont des symptômes de brûlure oculaire, de picotement, de rougeur, de fatigue des yeux. Tous ces symptômes-là ont un dénominateur commun qui s'appelle la sécheresse oculaire. En dehors de la sécheresse oculaire, qui est le point le plus important dans cette histoire de surconsommation d'écran, il y a ce qu'on appelle, quand on est concentré trop longtemps avec une durée très longue, il y a une asthénopie, c'est-à-dire une fatigue de l'accommodation. L'accommodation, il est régi par une lentille qui est à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallin et qui se contracte et se relâche pour faire la mise au point et passer de la vision de loin à la vision de près. Et cette durabilité de l'accommodation
va entraîner à long terme, et ça ce sont l'OMS qui le dit dans une étude très sérieuse, qu'à l'horizon 2050, 50% de la population mondiale va souffrir de myopie. Passer de longues heures face aux écrans chez les enfants a des effets sur le sommeil, l'attention, le développement cognitif et le bien-être émotionnel. Comprendre ces impacts aujourd'hui permet d'adopter des règles adaptées à l'âge, de favoriser un usage encadré et de préserver le développement global de l'enfant. C'était un reportage signé Samia Bouharour sur les effets néfastes des écrans sur notre santé physique et mentale, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes justement. Et nous allons commencer à débattre et à comprendre déjà quels sont ces effets par rapport à chacun des spécialistes qui sont avec nous aujourd'hui, que ce soit sur le plan ophtalmologique, rhumatologique ou aussi chez les enfants avec notre pédopsychiatre. Et nous allons commencer avec vous, Dr Mazouz. Justement, les écrans, ils sont omniprésents aujourd'hui dans la vie quotidienne des enfants. Et quels sont les principaux risques que vous observez dans votre pratique quotidienne justement par rapport à ça? Effectivement, les écrans sont omniprésents autour de tout le monde et presque dans toutes les familles. Oui. Et il faut dire qu'il s'agit d'un phénomène qui n'est pas très homogène. Donc il faut distinguer au minimum de dimensions. Et quand on parle des écrans, il faut parler des enjeux qui sont en termes de quantité et aussi en termes de qualité. Oui. C'est-à-dire à quel point l'écran peut être néfaste par rapport à combien d'heures là où on est exposé, oui, et aussi par rapport au contenu auquel est exposé l'enfant et l'adolescent. Oui. Donc, lorsqu'on parle des enjeux du contenu, ou bien d'abord de la quantité, oui, par rapport à la durée de l'exposition. Généralement, on utilise, on prête le terme la surexposition. Ça, oui, connote qu'une exposition dans les règles de la norme est beaucoup plus acceptée ou elle est vraiment cautionnée. Oui. Alors, les risques de la durée, en fait, en pédopsychiatrie, on parle même d'un syndrome qui peut mimer un syndrome autistique. Oui. Pourquoi le risque est là? Parce que l'enfant, il est tellement ébahi par cet écran, attaché à cet écran, il ne va pas découvrir l'environnement. Donc, oui, sa sensorialité ou son système sensoriel et l'arsenal sensoriel qu'il a, on va dire, il est mis en veille. Oui. Donc, il ne va pas l'utiliser. Au lieu de découvrir l'environnement, aller vers la découverte de l'autre, la curiosité de l'apprentissage, il va être scotché en face d'un écran. Oui. Même si le contenu est plus ou moins normal ou adéquat à son âge. Oui. Donc, la quantité elle-même, donc la durée de l'exposition est dangereuse parce qu'elle empêche l'enfant de vivre une enfance normale. Oui. C'est quoi une enfance normale? C'est la découverte de l'environnement, la curiosité, la mise en travail de son système sensoriel et surtout son jeu libre. On est en train d'assister à une génération qui ne joue pas ou absolument qui ne sait pas jouer. Oui. Parce qu'ils sont scotchés à l'écran. Oui. Donc, et par rapport à la qualité La qualité, absolument. Alors, c'est une autre paire de manches, mais qui est en très, très, très dangereuse. Oui. Parce qu'on peut, par exemple, assister à une surveillance parentale qui est plus ou moins ferme par rapport à la durée de l'exposition, on va dire pas au-delà d'1 heure. Mais le contenu de l'exposition est très, très dangereux. Il peut y avoir des thèmes à connotation agressive, sexualisée, oui, ou bien carrément il oriente l'enfant dans des concepts qui ne ressemblent pas aux concepts sociétaux ou religieux et culturels algériens. Oui. Donc le contenu lui-même peut être très agressif et aussi il peut engendrer des problèmes, soit sur le plan cognitif, ou sur le plan psycho-affectif et social de l'enfant. Tout à fait. Donc, on déduit que les écrans peuvent, on va dire, empêcher l'enfant d'avoir une enfance déjà normale et aussi, ils peuvent influencer le comportement de l'enfant qui Absolument. Est tout le temps scotché face à cet écran. Absolument. Tout à fait. Alors, aussi, parmi les effets des écrans sur notre santé, il n'y a pas que, justement, cette influence sur le développement psychomoteur par rapport à l'enfant. Il y a l'atteinte des yeux. Les yeux, on va dire que c'est les premiers, ils sont en première ligne face à ces écrans, ils peuvent être touchés. Et docteur Kassi, donc quels sont les principaux effets des écrans sur la santé visuelle?
Alors, le principal effet des écrans sur la santé visuelle, c'est le syndrome de fatigue visuelle numérique digitale, Oui. donc qu'on appelle Vision Computer Syndrome. Et il doit se résumer en un certain nombre de symptômes. Donc, on a les yeux qui sont rouges, qui piquent, on a des fois une sensation de corps étranger, Oui. on peut avoir une fatigue visuelle ressentie par le patient, des céphalées, une vision double, une baisse de l'acuité visuelle momentanée. Oui. Et ça s'explique par trois grands chapitres. Le premier, c'est celui de la sécheresse. Oui. Donc, probablement à cause du clignement des yeux. Donc, en fait, on cligne des yeux pour répartir les larmes, Oui. donc pour lubrifier les yeux. Et de manière générale, on a un clignement de 15 fois à peu près par minute. Oui. Et c'est 3 fois moins quand on regarde un écran. Il y a aussi la position du téléphone ou de l'écran. Quand on regarde vers le haut, la surface oculaire, elle est importante et donc la surface d'évaporation est importante. Oui. Donc ça, c'est pour la sécheresse. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme d'accommodation. Donc pour faire simple, quand vous prenez une photo, il y a des va-et-vient du téléphone. C'est la même chose qui se passe avant de prendre une image. Oui. C'est la même chose qui se passe pour l'œil. Et c'est grâce au cristallin, aux muscles ciliaires. Donc c'est un appareil qui nous permet justement d'accommoder. Oui. Si on oblige l'œil à regarder pendant un certain moment, à une certaine distance, il se fatiguera. Oui. Et du coup, il y a un problème qu'on appelle un spasme accommodatif. Donc quand le patient regarde vers le loin, il n'arrive plus à voir. Donc, parce qu'en fait, il a habitué sa vision à une vision de près. De près. Le troisième et le dernier chapitre, c'est la convergence. Donc Oui. quand on regarde avec les deux yeux en même temps. Donc il y a un jeu musculaire qui se fait entre les deux yeux. Oui. Quand on regarde de très près, on louche légèrement. Donc on a les yeux qui convergent. Et là encore, ça a un prix sur les muscles. Si on oblige nos muscles à regarder dans cette position-là pendant un moment, on risque d'avoir une vision double après. Et chez des patients qui sont déjà prédisposés à ce genre de pathologie. Tout à fait. Donc tous ces effets néfastes sur les yeux, justement, dus à la surexposition aux écrans, que ce soit par les adultes ou par les jeunes. Mais ces effets ou ces impacts, on va dire qu'ils ne s'arrêtent pas aux yeux. Ils peuvent toucher aussi d'autres parties de notre corps, notamment les articulations et surtout notre, on va dire, appareil musculo-squelettique. Et professeur, justement, Abdellaoui, quelles sont les douleurs musculo-squelettiques les plus fréquemment liées à l'usage des écrans ou l'usage excessif des écrans? Alors, pour les manifestations les plus fréquentes, donc ça peut être dû déjà à tout ce qui est écran et téléphone. Pour ce qui est écran, on va avoir plutôt des douleurs au niveau du dos, essentiellement focalisées sur le rachis cervical, le cou. Oui. Et on peut avoir ce qu'on appelle la mauvaise posture, donc un dos voûté, un affaissement des épaules, Oui. un relâchement de la musculature abdominale et ça crée la mauvaise posture du dos. Ça, c'est surtout écran. Oui. Pour les smartphones, on peut avoir en plus des lésions au niveau des mains, puisqu'on utilise nos mains. Au niveau des réseaux sociaux, on utilise le pouce, l'index et tout ça. À fait. Donc Le ça fait de scroller toute la journée. Tout à fait. Oui. Donc c'est un peu un lit à l'arthrose précoce des doigts. Oui. Aussi à ce qu'on appelle l'arthrose des pouces, c'est un terme technique, on dit rhizarthrose. Et aussi pour les secrétaires, les gestes de frappe, peut-être le syndrome du canal carpien. Tout à fait. Essentiellement, c'est grosso modo... Et le syndrome du canal carpien, ça se manifeste d'habitude comment cliniquement? par des fourmillements. D'accord. Fourmillements qui touchent les 3 premiers doigts. Essentiellement. On peut à des stades vraiment très avancés avoir une amyotrophie de la loge du pouce. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est des effets la surexposition des écrans sur notre système musculo-squelettique. Et ça touche les articulations, notamment surtout les articulations du dos, du rachis, surtout cervical. Et tous les effets ont été cités par professeur Abdellaoui sur notre système articulaire. Il y a aussi justement un autre aspect. Alors, docteur Abdelmoumen, quels sont les signes qui devraient nous faire comprendre que déjà notre relation aux écrans, elle n'est pas équilibrée, c'est-à-dire qu'on est dans l'excès? Ouais. Très très bonne question parce qu'on est tous concernés. Hein. Oui. Personne n'est épargné Tout par à ça. fait. Et moi, je vous inviterai à vous poser cette question.
est-ce que le téléphone dans votre vie, c'est un outil ou est-ce qu'il gère votre comportement au quotidien? Parce que le vrai signal d'alerte, ce n'est pas le temps qu'on passe à scroller sur notre téléphone, mais c'est les choses à côté desquelles nous passons dans notre vie réelle. Voilà, donc, et scientifiquement, il a été prouvé de nos jours que l'écran va stimuler des parties de notre cerveau de la récompense. Comme elle avait abordé notre pédopsychiatre, c'est la récompense rapide due au stimulus rapide qu'on a dans les vidéos, les interactions rapides, surtout les réseaux sociaux. Oui. Et c'est là le piège. Voilà, tout est fait d'une manière à ce qu'on attire l'attention et le plus longtemps possible. Et c'est là le piège, c'est le temps perdu. Et il faut savoir qu'il y a des signaux très très importants. Dans le premier, c'est la perte du contrôle. Quand on est censé prendre un téléphone pendant un moment et on se retrouve pendant des heures, tout en ayant conscience de cela et des conséquences, mais on n'arrive pas à arrêter. Deuxième point, c'est l'impact neurocognitif. C'est les troubles de la concentration, sans oublier les pertes de mémoire, l'anxiété, tout ça est relié aux informations qui sont très rapides et les vidéos qui changent d'un thème à un autre. C'est trop d'informations à la fois pour le cerveau. Sans oublier le physique, comme on l'avait dit, la posture et tout ça, les écrans changent tout ça, et la psychologie. Il y a des personnes qui sont très anxieuses et qui sont déconnectées. Oui. Et sans oublier le fait est la pulsion de chercher son téléphone quand il n'est pas chez nous. Et là, ça devient alarmant. C'est pas normal. On n'est pas équilibré quand il nous manque notre téléphone, et ça, c'est pas normal. C'est une dépendance. Oui. Et c'est ce qu'on appelle surtout quand ça affecte le relationnel, le retentissement de ces écrans sur notre vie. Quand ça touche la vie familiale, le retentissement sur la vie familiale, sociale, scolaire et professionnelle. Donc là, c'est vraiment, il faut s'inquiéter par rapport à ça et revoir tout ça. On n'est pas là pour blâmer les écrans et la nouveauté, c'est juste pour revoir l'utilité et le fonctionnement de ces outils du quotidien. Tout à fait. Alors, comme on l'a dit au début, trouver le juste équilibre. Justement, on est là pour aujourd'hui, pour expliquer tous les effets néfastes de la surexposition et la surutilisation de ces écrans sur notre santé physique et mentale chez les enfants et les adultes. Alors, par rapport, Dr Mazouz, par rapport aux effets des écrans sur le fonctionnement cognitif et social chez les enfants et les adolescents, parce que ça a été cité par Dr Abdi Moumen. Donc, quels sont ces effets? D'ailleurs, je remercie Dr Moumen et je reviens sur ce qu'elle a dit exactement, parce que qu'est-ce qu'on entend d'abord par un fonctionnement cognitif? Le fonctionnement cognitif, c'est un fonctionnement homogène qui ne précise pas uniquement les fonctions auto-exécutives, à savoir la mémoire ou la planification, mais c'est tout un système qui nous permet de nous adapter et de résoudre nos problèmes de manière intelligente. On n'entend pas par l'intelligence un cri d'Einstein, mais juste l'adaptation qu'il faut pour résoudre un problème quelconque. Donc, lorsqu'on est surexposé à l'écran, il arrive que dans le fonctionnement cognitif, à savoir les 7 fonctions qui sont la planification, la résolution des problèmes, l'abstraction, les fonctions exécutives, à savoir la mémoire, l'attention soutenue et sélective, etc. Là, j'en passe. Alors, ils sont surstimulés. Parfois. Donc, quand on dit surstimulé, cette exagération de stimulation sensorielle, elle va empiéter sur le fonctionnement normal, et donc on va assister à des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. D'ailleurs, on assiste à beaucoup de patients qui viennent consulter pour ce qui est très en vogue, un trouble de l'hyperactivité avec ou sans hyperactivité, trouble de l'attention, excusez-moi, avec ou sans hyperactivité. Donc, mais en fait, on trouve que au moment où on arrive à diminuer cette exposition aux écrans, on trouve une nette amélioration par rapport au comportement et par rapport aussi au fonctionnement cognitif. L'attention soutenue et sélective, elle est améliorée. Et on entend aussi par le fonctionnement social, c'est l'intelligence de l'être pour tisser ces liens
non seulement les tisser, mais aussi les maintenir. Oui. Je reviens sur ce qu'a dit Dr Moumen. On assiste à des familles, bon, déjà on est de plus en plus dans une famille mononucléaire, donc oui. C'est une famille qui mute par rapport à l'image typique de la famille, de d'ancienne famille, mais aussi on assiste à l'ensemble de la famille est devenu un rêve, oui. Parce que chacun est dans sa chambre, et encore faut-il dire dans sa solitude liée à son téléphone, on dirait un prolongement de son bras. Ça donc, cause un isolement social, c'est ça? Absolument. Donc cet isolement social, donc il ne faut pas avoir la gêne de le dire, mais on est isolé en étant dans un réseau social. Oui. Donc c'est ça l'oxymore et c'est ça le paradoxe. On a l'impression d'être lié à un réseau social, mais en même temps on est isolé par rapport à la mini-société que nous avons et qui est la plus prioritaire en fait, qu'est la famille. Oui. Donc le fait de ne pas tisser des liens, ne pas les entretenir, en quoi est-il dangereux en soi? Parce qu'en fait, l'humain est social par instinct et par définition. Donc si on n'arrive pas à savoir tisser ces liens, on ne saura pas les maintenir. Ça veut dire qu'on ne saura pas être le bon ami, on ne saura pas être le bon collègue, on ne saura pas être le bon voisin, et j'en passe. Oui. Et carrément le bon conjoint. Donc ça, c'est en quelque sorte, ça peut paraître banal et anodin, oui. Mais en fait, avec du recul, on va assister à une métamorphose de la relation humaine. On ne sait plus comment la gérer, on ne sait plus comment s'adapter et comment résoudre la problématique relationnelle. Tout à fait. Donc tout ça, ça a des effets sur le fonctionnement cognitif et social et relationnel, justement, surtout chez les enfants et les adultes, parce que, les enfants et les adolescents, parce que c'est eux les adultes de demain. Donc, on doit les préparer, surtout en tant que parents, en tant que, justement, adultes. On a toute cette responsabilité pour les préparer pour demain, justement. Alors, par rapport aux effets sur le côté ophtalmologique, Dr Kassi, il y a des signes d'alerte qui doivent, justement, nous inciter à consulter. Quels sont ces signes ? Alors déjà, il y a la persistance chez l'adulte. Hein. Chez l'adulte, c'est la persistance des signes qu'on a cités tout à l'heure. Donc si on a des yeux rouges, mais qui persistent, ça c'est quand même alarmant. De la douleur à proprement dire, pas juste une sensation d'irritation ou de gêne. Là, c'est un signe d'alerte, il faudra consulter chez son médecin. La diplopie, donc le fait de voir double, on a dit tout à l'heure que ça pouvait être bénin, mais au premier symptôme de diplopie, il faut consulter chez son ophtalmologue. La vision floue, là encore, ça reste un diagnostic d'élimination. Donc il faut, pour imputer ça aux écrans, il faudra quand même éliminer un certain nombre de pathologies. Par rapport à l'enfant, en général, l'enfant ne se plaint pas vraiment. Donc on a plus des signes indirects. Si on voit que l'enfant plisse beaucoup les yeux pour voir quelque chose, si on voit qu'il rapproche trop son écran, si on voit que ses notes commencent à baisser, ses notes scolaires commencent à baisser. Il frotte beaucoup les yeux aussi? Oui, frottement aussi des yeux, qu'il cligne aussi beaucoup des yeux, paradoxalement. Oui. Là, on est obligé d'aller consulter parce qu'on peut avoir des vices de réfraction si on les prend en charge assez tôt, l'enfant aura une vie tout à fait normale. Oui. Voilà. Donc, c'est des signes d'alerte qui doivent justement nous inciter à consulter, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Soyez très attentifs, surtout chez les enfants, parce qu'ils ne se plaignent pas. Et justement, sur le plan articulaire, ces écrans, ils vont nous donner cette diminution d'activité physique. Les personnes vont devenir sédentaires. Et justement, professeur Abdellaoui, quels sont les effets justement du manque d'activité physique par rapport à cette surexposition des écrans? Donc, il faut savoir déjà qu'un employé devant un écran d'ordinateur est déjà en position sédentaire. Il ne se rend même pas compte. Surtout ça. Voilà, et ça c'est très fréquent. On est sédentaire au travail, après on prend notre téléphone toute la journée, donc forcément il y aura des conséquences. Alors parmi les conséquences, on va dire, les plus fréquentes, ça va être ce problème de posture qui va entraîner une fonte musculaire. La fonte musculaire va concerner surtout, on l'avait dit, donc la ceinture scapulaire, au niveau des épaules, la ceinture abdominale. Et donc on peut avoir des amyotrophies comme ça inexpliquées, juste dues à cette position sur les smartphones et sur les écrans. Oui. La conséquence aussi qu'on peut avoir aussi, c'est
le fait d'avoir l'obésité. Enfin, c'est parce que quand on est sédentaire, on va forcément voilà, consommer. Et donc, on a le risque cardiovasculaire qui est sous-jacent à l'obésité. Donc, on a une compression au niveau du diaphragme. On va avoir des problèmes aussi, une augmentation de la tension. Même chez quelqu'un qui n'est pas prédisposé à faire une hypertension artérielle, rien qu'avec la position sédentaire et la position... voilà, donc sinon, essentiellement, ça va être ça. Donc c'est un cercle vicieux entre la sédentarité et les écrans. Déjà, rester assis toute la journée face à un écran, surtout pour les personnes qui travaillent. Les enfants aussi qui sont justement, on va dire, ils ont cette dépendance numérique toute la journée face à des jeux vidéo, par exemple, ou face à des programmes télévisés. Donc ça peut donner cette sédentarité. C'est pour ça que ces dernières années, on remarque que les enfants ont cette obésité. Il y a ce phénomène qui est très très fréquent chez les enfants. Alors justement, par rapport... même l'angulation antérieure du rachis. Donc, il faut savoir que plus l'angle est important, plus la pression sur les épaules est importante. On estime qu'entre un angle de 30-40 degrés de flexion, on est à un poids de 15 kg au-dessus des épaules. Si on va à 60 et plus, on est à 25 kg. Donc c'est vraiment des charges très importantes sur l'appareil locomoteur et sur le rachis. Et ça provoque quoi exactement au niveau des articulations du rachis? Alors au niveau du rachis, déjà c'est un motif très fréquent de consultation. Ça touche vraiment toutes les tranches d'âge. On a souvent les femmes, enfin ceux qui utilisent, on va dire, beaucoup plus les écrans, mais c'est vraiment toutes les tranches d'âge. Ça peut entraîner ce qu'on appelle la cervicarthrose, donc l'arthrose au niveau du rachis cervical. Nous, au niveau de la radio, on aura une perte de la lordose, donc une perte de la courbure physiologique. On va avoir ce qu'on appelle l'aspect raide du rachis avec la rectitude. Et sinon, on peut avoir ce qu'on avait dit, l'affaissement des épaules, la mauvaise posture. Même des atteintes musculaires aussi du dos. Oui, une fonte musculaire. Et comme on ne fait pas d'activité physique aussi. Tout à fait. Comme il faut. Exactement. Alors justement, par rapport à côté de tous ces effets sur l'appareil musculo-squelettique, il y a cette exposition ou cette surexposition aux écrans chez les enfants. Ça cause des douleurs, ça cause de la sédentarité, ça peut donner ou ça peut augmenter les facteurs de risque cardiovasculaire, surtout chez les jeunes. Et une question que tous les parents se posent, Dr Mazouz, à partir de quel âge peut-on exposer un enfant aux écrans et la durée déjà, à quel rythme ou à quelle durée on peut exposer l'enfant aux écrans? Quelles sont vos recommandations en tant que pédopsychiatre? Alors, les recommandations actuelles, les professionnels recommandent actuellement pas moins de 3 ans. Donc, avant de 3 ans, il ne faut pas exposer son enfant à l'écran. Quand je dis l'écran, c'est-à-dire soit télévision, ou tablette ou téléphone. Parce que parfois, ça peut porter à confusion. On me dit à la consultation, non, en fait, je ne lui donne pas le téléphone, mais il regarde la télé. Donc, ça revient au même. Donc, ça reste un écran. Peut-être l'un est moins dangereux que l'autre parce qu'on le contrôle mieux, mais ça reste un écran. Donc, pas avant 3 ans. Et la question, justement, pourquoi pas avant 3 ans? Parce qu'avant 3 ans, l'enfant est censé, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est censé stimuler son appareil sensoriel. Quand j'entends dire la sensorialité, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Donc, au lieu de les utiliser et de les stimuler, il va être scotché en face d'un écran, donc il va y avoir des troubles sensoriels. Quels sont les troubles sensoriels, par exemple? Peut-être quelqu'un qui se balance tout le temps. Parfois, ça peut porter à confusion. On a l'impression que c'est un autiste, en guillemets, parce que ce sont des enfants atteints d'autisme qui se balancent, mais en fait, c'est le proprioceptif qui est altéré, l'appareil proprioceptif. Aussi, par rapport au toucher, par rapport au goût. Nous assistons à une génération qui sont presque dans l'ignorance totale de la découverte de l'environnement, et cette curiosité justement de découvrir le milieu extérieur surtout. Absolument, justement. Et ça peut rendre l'enfant, si on lui enlève par exemple ce smartphone ou on éteint la télé, il devient irritable. Il assiste à des crises. Parfois on peut même dire des crises classiques. Tout à fait. Ingérables, parce que c'est un peu l'équivalence vraiment d'un sevrage d'une grande dépendance. Exactement. Donc tout est dans justement le juste équilibre, trouver
trouver, on va dire, un cadre éducatif et clair pour son enfant et surtout être derrière tout le temps, surveiller tout ce que son enfant déjà regarde quand les écrans sont autorisés. Même au-delà de 3 ans, quand on parle entre 3 et jusqu'à l'âge de 6-8 ans, donc on peut permettre une heure en face d'un écran, mais avec une surveillance de très près, donc une vigilance parentale est souhaitable. Pas que souhaitable, en fait, elle est exigée parce que le contenu des écrans n'est pas du tout banal. Il peut être anxiogène, il peut être dépressiogène, il peut être agressif, il peut être incitateur à la violence. Carrément, on assiste à des réseaux sociaux qui sont dans l'incitation dépressiogène. C'est-à-dire, même si le contenu paraît banal, le fait de se comparer à ce que possède l'autre ou ce que est l'autre peut engendrer un syndrome dépressif. Pas que pour les enfants et les adultes. On en parle parce que c'est l'échantillon, on va dire, sociétal le plus fragile. Mais même pour les adultes, on assiste à des phénomènes de dépression, des tableaux de dépression médicaux accomplis dus aux réseaux sociaux parce qu'on est dans la comparaison dépressiogène, surtout effet Instagram, etc. Exactement. Ils sont dans la comparaison. Tout à fait. Voilà, donc l'impression d'avoir une vie moins intéressante que la vie des autres. Voilà, tout à fait. Exactement. Mais pas que. Il y a aussi il y a certains contenus qui ne ressemblent pas, on va dire, qui ne sont pas parallèles à nos notions et à nos valeurs sociétales algériennes, enfin, je veux dire orientales. Tout aussi. à fait. Il faut surveiller le contenu de certains dessins animés pour les parents. On insiste sur ça au niveau de consultation. On insiste sur le contenu des dessins animés parce que ça peut paraître banal, mais ça peut être très très dangereux. Tout à fait. Alors aussi, il y a un autre sujet qui revient souvent, c'est dans les débats justement, cette lumière bleue et ses effets sur les yeux. Donc, Dr Kassi, la lumière bleue représente-t-elle réellement un danger pour les yeux? Alors déjà, la lumière bleue, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais on a l'impression que ça n'existe que dans les téléphones ou les écrans. La lumière bleue existe dans la lumière naturelle du soleil et elle est beaucoup plus puissante d'ailleurs dans la lumière naturelle. Et ce qui est particulier à cette lumière bleue, c'est que c'est surtout pour le sommeil. Et j'imagine que vous allez en parler tout à l'heure. Alors, ça a fait beaucoup parler avant et c'était à cause d'une certaine étude qui trouvait qu'il y avait une rétinotoxicité à cause de la lumière bleue. Maintenant, les doses qui ont été utilisées, si on peut parler de doses, ont été tellement importantes que ce n'est pas du tout applicable à l'utilisation quotidienne de nos téléphones ou de nos écrans. Donc, est-ce que la lumière bleue est nocive par rapport à l'œil? Non. Par rapport au sommeil, vous en parlerez plus tard, j'imagine. Docteur Abdelmoumen, elle va nous parler de ça tout à l'heure dans sa chronique. Voilà. Tout à fait. Alors justement, professeur Kassi, donc par rapport aux effets, vous avez parlé tout à l'heure que les personnes qui sont tout le temps ou travaillent tout le temps face à un écran souffrent de problèmes de dos, des cervicalgies et c'est des motifs de consultation en rhumatologie. Alors comment aménager correctement son poste de travail pour préserver son dos, ses épaules et son cou? Alors, il y a plusieurs façons pour aménager le poste de travail. Déjà, il ne faut pas dépasser 30 minutes de position sédentaire, on va dire. Il faut varier les postures, il faut se lever plusieurs fois. Il ne faut pas dépasser déjà 5 heures de sédentarité dans un bureau. Il faut aménager tout le cadre ergonomique, la chaise, l'écran. Il y a maintenant des bureaux ajustables à différentes hauteurs, donc il faut se mettre à la hauteur des yeux et non pas travailler comme ça en s'abaissant. Il y a aussi le système de ne pas multiplier les imprimantes, d'avoir une imprimante commune au fond du couloir et donc de se déplacer, tout le personnel qui se déplace pour imprimer, ça incite un peu à se lever. Il y a le fait de, si c'est un travail avec communication téléphonique, on peut être debout et faire nos communications. Il y a même, c'est surtout dans les espaces un peu ouverts où on peut avoir même des activités physiques qu'on peut faire en même temps qu'on travaille
travaille, donc sur des pédaliers, on peut avoir des ballons, voilà. Donc il faut bouger, il faut varier les positions et ne pas rester dans sa position et faire son travail tout à fait normal. Oui, il faut faire cet effort justement, il ne faut pas s'oublier face à un écran toute la journée parce que ça cause des problèmes du dos, des muscles et même de la sédentarité et qui peut aller jusqu'à même augmenter le risque cardiovasculaire. Alors docteur Mazouz, on ne peut pas parler d'écran sans parler d'autisme. Donc une question qui revient à chaque fois, est-ce que déjà les écrans pourraient favoriser l'apparition des troubles du spectre de l'autisme? Est-ce qu'il s'agit de mythe ou de réalité? Alors, c'est vrai que ça a toujours divisé. Hein. Oui. C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre, mais la réponse, elle est non. Le TSA, le trouble du spectre autistique, ne peut pas être dû aux écrans parce qu'il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire c'est inné et il n'est jamais acquis. Cependant, on peut assister à des syndromes ce qu'on appelle un TSA-like. Oui. Ça veut dire qu'ils peuvent mimer la symptomatologie de l'autisme, à savoir cette altération dans l'interaction sociale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on assiste à un individu, petit ou grand, qui ne sait pas interagir avec l'autre. Il ne le regarde pas, il ne maintient pas son regard lorsqu'il interagit avec lui. Il ne comprend pas, par exemple, le second degré. Si vous lui faites une blague ou vous essayez de le taquiner, il ne va pas comprendre. Il va vous prendre au premier degré. Par exemple, ça, c'est un trouble de l'interaction. Et aussi, le trouble de la communication, on assiste bel et bien à une ère là où il y a le retard du langage qui devient très fréquent à cause des écrans. L'enfant ne se voit pas dans la nécessité de communiquer avec l'autre parce qu'il est déjà dans sa bulle. Il n'a pas à se faire crier ce besoin de rentrer en communication avec vous. Oui. Donc, on assiste aussi à certains stéréotypies, carrément. Le balancement, l'agitation des doigts, etc. Et lorsque on fait notre anamnèse, lorsqu'on suspecte le TSA, mais on voit que ce n'est pas très sévère. Oui. Et on voit quand l'enfant ne présente pas dans sa néonatologie, dans ses antécédents néonataux ou développementaux des retards, dans le sens où ça peut nous orienter vers un TSA neurodéveloppemental, on demande aux parents à quel point l'enfant était exposé. Oui. Par exemple, on nous dit on l'a laissé chez la mamie parce qu'elle est un peu dépassée, ou parce que la maman elle est allaitante du puîné, donc elle ne peut pas s'occuper de l'enfant aîné, donc elle l'expose. Oui. C'est vrai, on n'est pas là pour culpabiliser. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire, si on exclut, ça ne veut pas dire qu'on valide. Donc à chaque fois, on essaye de diminuer la surexposition ou carrément l'annuler. Donc 0 écran, ça veut dire 0 heure et 0 écran. On obtient des résultats impressionnants et très rapides. C'est la différence avec le TSA. TSA, c'est très souhaitable, c'est recommandé d'avoir aussi 0 écran pour favoriser la stimulation cognitive et sociale de l'enfant. Oui. Mais l'amélioration n'est pas aussi nette et rapide que chez un enfant qui n'a pas été assez bien stimulé. Tout à fait. Alors juste pour le téléspectateur, TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Voilà, très bien. Donc c'était vraiment ce que dit la science sur ce sujet par rapport à est-ce qu'il y a une relation entre l'autisme et les écrans. Donc ça a été répondu par Dr Mazouz et justement il faut que vous soyez très présent, très attentif. Consultez moindre symptômes justement pour diminuer l'évolution vers justement ce TSA pour qu'il n'y ait pas d'autres répercussions sur la santé mentale et au développement cognitif chez les enfants. Absolument. Je tiens juste à répéter parce qu'il faut le dire beaucoup pour le dire assez, que le trouble du spectre autistique est un trouble neurodéveloppemental qui est de l'ordre de l'inné. Donc on est autiste, on ne le devient pas. Ça ne veut pas dire que les écrans ne sont pas néfastes, ils ne sont pas dangereux, mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'autisme des écrans. Ce qu'on appelle il n'existe pas. Tout à fait. Alors, il y a aussi, par rapport à la santé des yeux, justement, il y a une durée quotidienne d'écran au-delà de laquelle le risque de fatigue visuelle augmente significativement. N'est-ce pas, docteur ? Alors oui, de manière générale, je vais revenir sur ce qu'a dit notre consoeur tout à l'heure. Avant l'âge de 2 ans, les écrans, c'est interdit. Oui. Voilà. Après l'âge de 2 ans, il faut être réaliste. Donc si on demande aux parents de ne pas donner 0 écran après l'âge de 2 ans, on va justement rentrer dans un sentiment de culpabilisation et en fait, il faut leur donner des objectifs clairs qu'ils peuvent réaliser. Donc tout le monde s'accorde à dire à peu près que, et je parle pour l'œil, que moins d'1 heure, ça pourrait aller. Donc
pas plus d'1 heure. Oui. Et pas plus d'1 heure, mais avec des pauses. Donc même pendant cette heure-là, il faut prendre des pauses. Pour l'adulte maintenant, il y a des personnes qui sont obligées d'utiliser un écran pendant plusieurs heures. Là, il y a la règle des 20-20-20. La règle des 20-20-20, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est chaque 20 minutes d'écran, Oui. regarder à 20 pieds pendant 20 secondes. Bon, on utilise nous en général le métrique, donc 6 mètres. 6 mètres, c'est le plus loin possible. Oui. Donc essayez de regarder le plus loin possible pendant 20 secondes chaque 20 minutes. Donc il n'y a pas vraiment un chiffre magique auquel il faut arrêter de regarder. C'est plutôt comment on utilise cet écran. Si on prend nos précautions en termes de position et en termes de pause, Oui. on peut utiliser l'écran de manière tout à fait saine. Tout à fait. Donc ça, c'est on va dire des méthodes pour aider ou pour limiter l'exposition à ces écrans et pour protéger nos yeux, c'est ça? Effectivement. Alors, par rapport à la santé musculo-squelettique, professeur, parlez-nous surtout par rapport aux exercices qui sont recommandés aux personnes qui travaillent toute la journée devant un écran, mais les exercices, c'est-à-dire ça peut ne pas être pendant la journée, ça peut être à la fin de la journée ou pendant le travail. Donc, que conseillez-vous? Alors ça va être surtout des exercices d'étirement du dos. Oui. Donc on peut être le dos plaqué sur un mur, par exemple, avoir une flexion à 90 des épaules et faire ces mouvements d'étirement du dos régulièrement. Sinon, on peut mobiliser les articulations, donc ça dépend si on fait des manœuvres de frappe ou bien, et on avait dit aussi déambuler au niveau de l'espace de travail, mais sinon le sport du dos reste la piscine, donc il faudra recommander de faire une activité physique régulière et faire de la balnéothérapie au cours de la semaine, c'est-à-dire au cours de la semaine. Alors nous, on n'est pas très exigeant côté rythmicité. On se dit une fois par semaine, c'est très bien, oui. Mais il faut qu'on la garde dans l'année. Oui, c'est la régularité. C'est la régularité qui va faire la différence. Et en fait, c'est, on va dire, favoriser ou travailler les muscles du dos pour maintenir le rachis. Du dos, après ce qu'on assiste actuellement, c'est vraiment la fonte de la musculature abdominale. Oui. Et plus le dos qui est voûté. Donc cette musculature doit être antérieure et postérieure. En tout cas, essayer justement d'avoir un dos fort pour ne pas ressentir les douleurs dont on a parlé aussi. Tout à fait. Alors, on arrive maintenant à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah. C'est à vous. Merci. Alors, 27 ans. C'est le temps moyen que nous passons à dormir. C'est un capital santé. Ça paraît beaucoup, mais c'est un capital santé que nous avons vu descendre ces dernières années par rapport à un seul geste. Lequel? Scroller. C'est un geste que nous faisons tous, surtout le soir, dans notre lit, la lumière éteinte. Vous êtes tous d'accord qu'on le fait tous? Oui. Donc du coup, c'est un geste anodin et je suis là pour vous expliquer aujourd'hui que ce petit écran peut créer un véritable chantier hormonal et biologique, physiologique sur votre horloge interne. Mais pour comprendre, il faut comprendre ce qui se passe au niveau de notre tête. Dans notre tête, il y a une petite horloge interne qui, son seul repère, c'est quoi? C'est la luminosité, la lumière. Il faut savoir que ce repère lumineux pour cette horloge crée une cascade d'hormones, je simplifie vraiment. Donc il faut savoir que cette lumière va agir sur la rétine et sur le cerveau. Cet écran, on appelle ça une lumière bleue. Cette lumière, elle est identique à la lumière du soleil à midi. Donc le problème c'est quoi? C'est que pour le cerveau, quand vous êtes au lit le soir, vous prenez votre téléphone avec cette lumière bleue, il reçoit l'information qu'on est en plein jour à midi. Oui. Donc nous, la biologie est bien faite. Le soir, quand le coucher de soleil est là, la lumière diminue, on a une sécrétion de mélatonine. C'est l'hormone du sommeil qui est indispensable pour un sommeil réparateur.
Et quand on prend notre téléphone avec la lumière de midi, donc le cerveau reçoit l'information qu'on est en plein jour et ça va limiter la libération de mélatonine, voire la retarder. Et quand elle est retardée, c'est pour 2 heures. Hein, et ça va influencer votre sommeil profond et le sommeil réparateur. Donc, c'est un problème d'avoir son téléphone. En plus de la lumière, on parle du contenu. Il faut savoir que les messages, les vidéos répétitives et rapides, actives, c'est une hyper-excitation du cerveau. Donc on est dans le lit, on veut dormir alors qu'on envoie au cerveau des signaux d'alerte par libération de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense et de l'alerte. Donc on est dans le lit, on envoie au cerveau le signal de dormir alors que pour lui, on est en plein jour et le cerveau est hyper-excité par la dopamine des vidéos. C'est pas normal. Oui. Donc, je vais pas vous dire d'arrêter la technologie, de ne plus avoir de téléphone et d'écran, mais plutôt être réaliste et avoir quelques gestes. Bon, ma petite ordonnance, c'est des gestes tout simples. Le premier, c'est le couvre-feu digital. Il faut faire 45 minutes avant d'aller au lit, se débarrasser de tous les écrans, télé, téléphone, etc. Le deuxième, c'est d'avoir recours au réveil ancien. Combien d'entre nous ont pris le téléphone pour mettre le réveil, ils se sont retrouvés 1 heure à scroller sans mettre le réveil. Donc avoir recours au réveil ancien, c'est top. Et aussi la transition lente, recours aux livres, aux méditations ou aux podcasts audibles sans lumière. Donc là, pour avoir un sommeil réparateur. Donc, je vous invite à reprendre votre sommeil en main parce que c'est votre capacité pour le lendemain être de bonne humeur, c'est tout. Le sommeil réparateur, c'est la base de toute chose. Donc aujourd'hui, ce soir, offrez un cadeau à votre corps et mettez vos écrans au lit avant vous. Tout à fait. Donc, justement, par rapport aux troubles du sommeil, pendant le sommeil, notre corps, il va justement travailler plusieurs fonctions, notamment par rapport à notre système immunitaire, notre métabolisme. Tout est en train de travailler au moment où on dort et surtout pendant le sommeil profond, le sommeil réparateur. Et si on utilise les écrans le soir, on va altérer ce sommeil et on aura des problèmes par la suite, notamment les problèmes ou les maladies métaboliques qu'on observe de plus en plus, cette immunité qui baisse de plus en plus chez nous. Donc c'est très très important de préserver ce sommeil. Alors on arrive aux questions des téléspectateurs. Vous nous avez laissé quelques questions via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Et justement pour vous, Dr Kassi, les troubles visuels liés aux écrans, est-ce qu'ils disparaissent lorsqu'on réduit leur utilisation? Alors, pour répondre à cette question, je vais la couper en deux. Si c'est un enfant qui pose la question, déjà, c'est pas une bonne chose. Mais si c'est un enfant qui pose la question, c'est que y a une myopie qui pourrait s'installer. Oui. Donc, et en fait, l'œil humain, dans le cadre de son développement, il se développe juste par stimuli. Oui. Donc, quand l'enfant naît, il ne voit pas grand-chose. Et c'est grâce au stimulus qu'on a, le stimulus externe, qu'il se développe. Là, oui. D'accord. Et cet enfant-là va privilégier une vision de près. Oui. Et cette vision de près va avoir comme conséquence une myopie, donc un allongement du globe. Oui. Si ça s'installe, il y a bien sûr des systèmes de freination au niveau de consultation d'ophtalmologie, donc il ne faut pas baisser les bras, mais ça fait partie des signes définitifs. Oui. Là par contre, pour l'adulte, c'est tout à fait réversible si jamais on applique certaines règles d'hygiène, 20-20-20, certaines distances, 70 cm pour les écrans, pour les PC, 30 cm pour les téléphones portables. Essayez de regarder légèrement plus bas que l'écran, légèrement. J'ai pas envie de m'attirer les foudres de professeur Abdelawi. Donc, pour ce genre de situation, utiliser des larmes artificielles, des mouillants, c'est tout à fait réversible. Tout à fait. Alors, justement, merci Dr Kassi pour votre participation avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Pour toutes les explications que vous avez apportées. Merci. Aussi pour vous, professeur Abdelawi, donc une question. Avant, on accusait surtout les cartables lourds de provoquer le mal de dos chez les jeunes. Aujourd'hui, les écrans sont-ils devenus le principal responsable? Alors, chez l'enfant ou chez l'adulte? Cartable, c'est chez les enfants. Alors, bon, je ne pense pas que, quand même,
l'utilisation des téléphones est aussi fréquente chez l'enfant que chez l'adulte. Oui. Mais on incrimine toujours les cartables, ça ne change pas. Mais par rapport aux écrans, oui, bien sûr, il y a des conséquences, surtout si, on avait dit, on dépasse les délais, les heures requis. Donc il faudra être raisonnable, comme ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Ne pas priver, mais en même temps avoir des limites et garder le juste équilibre. Tout à fait. Donc, que ce soit chez les adultes ou chez les jeunes, les écrans ont des effets ou provoquent des maux de dos. Donc, il faut faire très très attention. Merci, professeur Abdellaoui. Merci à vous. Pour toutes les explications que vous avez apportées aujourd'hui. Merci. Alors, docteur Mazouz, les écrans peuvent-ils avoir un impact sur les résultats scolaires? Oui, et pas qu'un peu. Malheureusement, oui. Parce que nous avons dit tout à l'heure que, d'ailleurs, on reconnaît le danger à ça lorsque l'écran ou les heures passées devant un écran empiète sur le fonctionnement socio-scolaire. Déjà, mis à part le fonctionnement cognitif qui va être altéré, parce que qui dit scolarité dit fonction cognitive et compétences académiques, oui. Tout ce qui est dire mémoire, résolution des problèmes, planification, etc., va être sûrement altéré. Donc, il y aura une baisse du rendement scolaire et aussi par rapport l'investissement en lui-même. Donc oui. Si on est moins investi dans la scolarité et on passe plus de temps à jouer devant un écran ou à regarder, être exposé à un contenu quelconque, ça peut porter préjudice à la scolarité en tant que telle. Tout à fait. Donc ça, c'était les questions des téléspectateurs. Moi, je vais poser une question. Est-ce que les parents doivent donner l'exemple déjà par rapport à leurs enfants, par rapport à l'utilisation de ces écrans? Je vous remercie d'ailleurs d'avoir soulevé ce point parce que on est ce qu'on appelle aussi un désir mimétique. Oui. C'est-à-dire l'enfant, il se projette quand il mime ce que font ses parents. Tout à Donc, fait. Parce que ça reste les idéaux parentaux et ça reste l'exemple. Oui. Ça en premier lieu. Et deuxièmement, lorsque les parents diminuent eux-mêmes l'utilisation des écrans, ça devient comme un rituel familial, une petite politique intérieure. Oui. Donc tout le monde va se mettre à faire la même chose. Et j'invite aussi, si vous me permettez, docteur, j'aimerais bien insister sur un point que mes confrères ont abordé, c'est le mot raisonnable, être raisonnable dans les recommandations. Malheureusement, peut-être en tant que pédopsychiatre, on l'est un peu moins, surtout lorsqu'il s'agit de la petite enfance de 0 à 3 ans. Il n'y a pas moyen d'être raisonnable parce que c'est tellement dangereux et ça peut tellement porter préjudice au développement de l'enfant qu'on ne peut pas négocier dessus. Mais au-delà, à partir de 3 ans, on peut négocier justement cette raisonnabilité de recommandation, de ne pas laisser cette exposition passive. C'est-à-dire on ne laisse pas l'enfant regarder en étant figé. Par exemple, comment changer cette exposition passive en la rendant plus active justement. Faire des questions sur le contenu. Que porte cette fille, comment penses-tu comment elle devrait réagir si tu étais exposée à la même situation, comment tu aurais interagir avec son enfant. Absolument, voilà. Donc essayer de le faire sortir de cette bulle de passivité et rendre l'exposition plus active. Oui, tout à fait. Donc merci Dr Mazouz pour les explications que vous avez apportées, pour votre participation avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Dr Abdelmoumene Sarr. Avec plaisir. Alors merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc vous avez compris que les écrans ne sont pas des ennemis, mais la clé ou on va dire que la solution est dans le juste équilibre, savoir les utiliser et surtout ne pas laisser les effets néfastes sur notre santé prendre le dessus. Donc savoir utiliser cette technologie de la bonne manière. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Entre-temps, prenez soin de votre santé. À bientôt.